Smart et Réglo, notre focus juridique. Chaque jour, un expert juridique, une avocate, un avocat pour nous éclairer. Aujourd'hui, on s'intéresse, on en a déjà parlé, au dispositif de soutien mis en place pour les entreprises en difficulté, dans un contexte particulier. On en parle avec Delphine Karamali. Bonjour Delphine. Delphine Karamali, vous êtes avocate associée spécialisée en restructuration et cofondatrice. C'est très important. Peut-être viendrez-vous débattre avec nous de la place des femmes aussi dans les cabinets et en entreprise. Women in Restructuring. C'est votre réseau. Commençons par replacer le contexte. D'abord, est-ce que la crise Covid a augmenté les chiffres médiatiques, en tout cas, nous disent l'inverse, mais est-ce que vous, avocate, sur le terrain, vous voyez quand même une accélération des difficultés des entreprises ? Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'année 2020 est marquée en effet par un paradoxe. Non seulement la vague de faillite que tout le monde anticipait n'a pas eu lieu, mais en plus, on a enregistré un taux de défaillance historiquement bas, moins 40% selon l'étude Altares. Voilà. Pour autant, une fois qu'on a contextualisé la situation, est-ce que cela signifie que l'économie française se porte bien et est-ce que les entreprises françaises se portent bien ? Attention au trompe-l'œil. Exactement. Alors, ne nous leurrons pas, il y a évidemment une décorrélation entre le baromètre économique et la réalité économique, parce que les entreprises françaises sont sous perfusion. Elles sont sous perfusion économique d'une part, elles sont sous perfusion juridique d'autre part. Sous perfusion économique, les 130 milliards de PGE, vous en avez bien sûr entendu parler, mis à la disposition des banques au service des entreprises françaises, les 100 milliards de plans de relance, les plans de relance sectoriels, toute industrie confondue, dont les 8 milliards juste pour l'aéronautique, mais également le chômage partiel, le crédit d'impôt, etc. Mais elles le sont aussi sous perfusion juridique. Et ça, juridique, souvent, c'est intéressant, voilà. Ça. Exactement. Et ça, souvent, c'est passé sous silence. Mais les entreprises françaises ne bénéficient pas seulement d'un dispositif économique de renforcement de trésorerie, mais également de dispositifs juridiques extrêmement avantageux. Et là, je pense, par exemple... Concrètement ? Voilà. Concrètement, les 40 ordonnances, il y a une quarantaine d'ordonnances Covid qui ont été adoptées par le gouvernement en 2020. C'est quoi une ordonnance Covid ? C'est un texte dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire qu'à situation exceptionnelle, le gouvernement a pris une quarantaine de textes dérogatoires exceptionnels, dans un calendrier aussi exceptionnel, parce que sur seulement quelques mois, à tel point, et pour vous donner un exemple, juste en août dernier, les entreprises qui pourtant remplissaient tous les critères de l'état de cessation des paiements n'étaient plus tenues à déposer le bilan. D'où le fait qu'on se retrouve avec 40% de taux de faillite en moins. Parce que ça a repoussé le moment où elles allaient réellement déposer le bilan. Exactement. Vous nous dites quand même en creux qu'on a donné un délai, donc elles ne sont pas obligées de déposer le bilan alors qu'elles auraient dû le faire normalement. Ça veut dire qu'à un moment donné, à terme, elles vont le faire. Ou est-ce qu'elles vont se redresser d'ici là ? C'est la question qui est posée. C'est une vraie question. Mais l'autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'on est face à un château de sable, en fait ? Parce que si on est face à un château de sable, exactement. Alors, l'avantage, c'est que la crise systémique et l'effet domino des faillites en cascade, on a pu l'éviter. Voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Exactement. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de la réactivité, célérité de notre gouvernement en ce sens. Pour autant, si on est face à un château de sable, un château de sable, il n'a pas vocation à perdurer sur une plage, et à un moment, il y a la vague qui va passer. Alors, la vague, c'est ce que les économistes appelleront le mur de la dette. Par exemple, les 130 milliards de PGE que j'ai évoqués, à un moment, va bien falloir les rembourser parce qu'ils sont inscrits au bilan des banques et ils n'ont pas vocation à y rester éternellement. Ils devaient être remboursés les premières échéances. L'amortissement devait commencer le mois prochain. Exact. Vous savez qu'à la veille du reconfinement, ça a été reporté d'une année par notre ministre. Donc, ça sera 2022, c'est ça ? Bruno Le Maire, oui. Voilà. À part que 2022, si on repousse d'un an, c'est à la veille des élections présidentielles. Donc, peut-être... Et de nouveau ? Peut-être. Voilà, j'en sais rien. Mais c'est pas impossible que la veille des élections présidentielles, le gouvernement décide de reporter peut-être encore de quelques mois, voire d'une année supplémentaire. Donc, manque de visibilité. Voilà. Bien sûr, c'est très important. Évidemment. Dans les 40 ordonnances dont vous parlez, qui sont des ordonnances dérogatoires à la loi, vous l'avez évoqué, celle-ci qui est très intéressante, on n'est plus obligé de déposer le bilan. Quelles sont les autres qui ont permis finalement une sorte de perfusion juridique ? C'est une expression un peu nouvelle là, qu'on découvre sur le plateau aujourd'hui. Oui, alors il y en a plusieurs, il y en a 40. Donc les emblématiques. Voilà, alors l'emblématique pour moi, c'est l'ordonnance du 20 mai 2020, qui est l'ordonnance, mais je ne veux pas trop rentrer dans la technique, parce que je pense que vos téléspectateurs risqueront de s'ennuyer, mais l'ordonnance du 20 mai 2020, qui a été prorogée, qui devait être en place pour quelques mois, parce qu'elle devait s'arrêter au 31 décembre dernier, elle a été reconduite d'une année supplémentaire, elle permet
pour éviter les dépôts de bilan et les ouvertures de procédures de redressement judiciaire, elle permet aux entreprises de se mettre pendant une période de 10 mois, ce qui est extrêmement long, en procédure de conciliation, avec une possibilité d'organiser pendant cette procédure, pendant toute cette durée de 10 mois, un gel du passif. L'effet entre guillemets pervers, parce qu'il y a aussi beaucoup de points positifs dans la reconduction de ce dispositif, c'est que ce sont des procédures qui sont confidentielles, donc un peu opaques pour les fournisseurs, les bailleurs, etc., qui sont au courant de l'ouverture de ces procédures. Et qui, eux, s'inquiètent aussi. Exactement. Il y a une apparence de solvabilité, de bonne santé, puisque cette procédure n'est pas publique, alors que pourtant, le dirigeant est en égo avec ses banques, avec l'URSSAF, etc., et qu'elle n'est pas forcément en bonne santé financière. Là, c'est aussi le verre à moitié vide et à moitié plein. Décidément, l'expression est beaucoup utilisée aujourd'hui. Ça permet aussi quand même à l'entreprise de ne pas mettre en danger des fournisseurs, de pouvoir continuer à relancer et en évitant le risque de pression de ses fournisseurs. Ouais, alors. Pour être concret. Non, mais tout à fait. Parce que l'inquiétude du fournisseur, c'est de se dire payez-moi tout de suite. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce dispositif a précisément été prorogé pour ces raisons-là, pour éviter qu'il y ait un effet domino. Voilà. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Après. La question pour moi qui se pose, c'est pas la vision court-termiste qu'on doit avoir, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un dispositif économique avec plein d'aides dans tous les sens, il y a un dispositif juridique avec 40 ordonnances dérogatoires, et qu'évidemment on est un peu tenté de rentrer dans la faille et pouvoir bénéficier de tout ça et d'avoir une vision très court-termiste. Vous dites qu'il y a un effet d'aubaine là, sur ce qu'il y a eu des tentatives d'effet d'aubaine. Alors ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut justement, c'est l'intérêt du dirigeant et du chef d'entreprise de ne pas tomber dans ce piège-là et de ne pas bénéficier de cet effet d'aubaine, mais plutôt de profiter de la période actuelle pour préparer l'avenir. Et donc ça passe par comment on profite de la situation actuelle pour anticiper comment on appréhende l'avenir, parce qu'à un moment, l'économie va repartir et c'est là que va se passer la magnitude du choc. Et les entreprises qui résisteront à cette relance seront celles qui se seront préparées pendant la crise. Voilà. Attendez, et le conseil que vous nous donnez avant de partir, parce que vous êtes spécialisé en restructuration, donc c'est une question que vous portez, c'est votre métier. Est-ce qu'il était dangereux de trop consommer de PGE, de trop aller chercher ces avantages, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer les créanciers. C'est compliqué ces arbitrages-là. Il y avait la tentation de se dire, bon, j'ai le PGE, j'y vais, et puis à la fin, il faut que je paye. Alors, comme on dit dans notre jargon, il y a le bas de bilan, le haut de bilan. C'est ça. Le bas de bilan, évidemment qu'il fallait prendre des PGE quand on était éligible au PGE. Ça ne veut pas dire le consommer. D'ailleurs, moi, il y a plein de mes clients, je leur ai dit, attendez, vous prenez le PGE, vous le mettez sur un compte. Et vous le rendrez tout de suite. Exactement. Ouais. Mais ça fait une garantie. Mais ça fait un backup. Ça fait, voilà, si jamais, worst case scénario, on a le PGE, on est là. Et d'ailleurs, c'était pour ça. C'était vraiment une aide. C'est presque psychologique. C'était un abondement immédiat en renforcement de trésor. Donc là-dessus, voilà. Maintenant, pour autant, c'est pas parce qu'on a le PGE qu'il faut partir à la plage et plus rien faire. Je pense qu'au contraire, il faut préparer l'avenir. Et là, c'est des dispositions de fond que les dirigeants... Et on a une responsabilité, vous parlez de professionnels du restructuring, c'est-à-dire tout l'écosystème de la défaillance d'entreprise. On a une responsabilité collective sur ce sujet. Parce que c'est de notre responsabilité qu'en cette période, accompagner les dirigeants pour préparer l'avenir, et ça passe pas seulement par choper un PGE. C'est ce que j'évoquais. Voilà, ça passe par des vrais sujets de fond, on peut les évoquer parce que c'est important. Mais très rapidement, parce qu'on déborde. Bien sûr. Allez-y, en amont. Non, mais c'est le renforcement des fonds propres, c'est peut-être des opérations de consolidation parce qu'on est face à une atomisation sectorielle. Voilà. Ça peut passer par un downsizing des effectifs, même si évidemment je ne fais pas l'apologie du PSE, par des opérations de croissance externe, etc. Merci Delphine Caramal, c'était un plaisir. Votre passion, voilà, comme ça, traverse l'écran. Avocate associée spécialisée, on l'aura compris, en restructuration. Puis j'indique aussi que vous êtes la cofondatrice de ce réseau Women in Restructuring. Vous reviendrez peut-être débattre avec nous d'ailleurs sur des sujets. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Nous éclairer sur cette perfusion juridique. Voilà, c'est un nouveau mot là qu'on a découvert aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, c'est notre Rex du mois avec Frédéric Fourgerat. Il est là, il nous attend, c'est tout de suite, ne bougez pas.